Dans cette vidéo, nous allons voir Android 3.0 Honeycomb sur la Motorola Xoom. L'interface d'Android 3.0 se caractérise par les éléments suivants. Donc en haut, on va toujours retrouver ce qu'on appelle l'action bar qui va en fait évoluer selon l'application qu'on est en train d'utiliser. Donc là, le launcher va permettre d'avoir un accès rapide à Google, donc à faire une recherche. Ensuite, utiliser la reconnaissance vocale, accéder aux applications ou ajouter des widgets. Par contre, si je lance l'application Gmail, vous pouvez voir ici qu'en haut, elle a changé. Ensuite, en bas, on retrouve trois boutons, parce qu'il n'y a pas de bouton physique contrairement au smartphone. Donc il y a retour, ici pour aller au bureau, et enfin le dernier qui affiche les 5 dernières applications qui ont été lancées. Un peu plus loin, là au passage vous voyez une notification en ce moment. Ici vous trouvez donc l'heure. Là je suis connecté en Wi-Fi donc ça me l'indique, ainsi que la batterie. Donc ensuite juste à côté on trouve les différentes notifications. Là il y a également la température, parce que j'ai installé AccuWeather. Si je clique sur l'heure, en fait, ça va m'afficher une pop-up qui, à l'état initial, affiche l'heure, la date, le réseau sur lequel je suis, le pourcentage de batterie. Et là, cette icône permet d'accéder voilà, à l'autre vue qu'on verra juste ensuite. Et en dessous, il va y avoir toutes les notifications. Alors, il faut savoir que ces notifications sont... on les enlève une après l'autre, c'est pas possible de les enlever tout à la fois. Par exemple, si on installe 20 applications, il va falloir cliquer 20 fois sur la croix. Maintenant, on va voir l'autre vue, qui donne un accès rapide aux fonctionnalités principales de la tablette. Donc, est-ce que on passe en mode avion? Donc oui, non. Le Wi-Fi, ça va rediriger vers l'écran des options, donc que l'on verra plus tard. Est-ce que je dois verrouiller l'orientation de l'écran? Ensuite, la luminosité, alors qui peut être soit fixée de manière automatique grâce au capteur, soit, par exemple là vous avez pu voir que ça a baissé, ou sinon le fixer manuellement. Enfin, est-ce que les notifications doivent apparaître ou pas? Et là, le dernier, c'est un accès rapide aux options. Donc ça, c'est au niveau de l'interface. Voilà, cette barre qui était auparavant en haut du téléphone se retrouve maintenant en bas. À noter aussi que la tablette peut être déplacée à 360 degrés. Donc là, par exemple, en mode paysage. Voilà. En mode portrait, pardon. Et vous allez voir qu'à chaque fois, en fait, il va y avoir une petite latence. Hop. Ça. Donc là, il y a une petite animation lorsqu'on fait juste 90 degrés, mais quand on fait 180, il va y en avoir une autre. Voilà, ce petit effet type miroir, en fait. Voilà. Donc c'est assez pratique parce qu'on va pouvoir utiliser la tablette dans n'importe quel sens, et c'est relativement pratique. Enfin, dernier élément au niveau de l'interface, c'est l'écran de déverrouillage où on observe toujours la barre en bas mais on n'a aucun accès. Il y a l'heure et la date. Et ici, pour déverrouiller, donc en fait on a un rond qu'il faut mettre sur l'extrémité du cercle. Voilà, si par exemple je le mets là, ça ne marche pas, mais si je le mets là, ça passe. Le bureau ou le launcher a été assez modifié par rapport aux versions pour smartphone de la branche Android 2. Alors tout d'abord, il y a toujours les 5 bureaux. Et vous pouvez voir qu'en fait, lorsqu'on se déplace, ils sont représentés par des rectangles. Voilà, donc ici, ça permet de donner en fait un indicateur de là où on se trouve.
Il faut savoir qu'il n'y a que 5 bureaux, mais on ne peut ni en ajouter ni en supprimer. Et il n'y a pas de gestion du multitouch pour afficher un aperçu de l'ensemble. Pour ce qui est des widgets, vous pouvez voir que sur les bords, il est impossible d'en ajouter, parce que là, le widget Gmail est tout à fait au bord. En ce qui concerne la fluidité, vous pouvez voir que là-dessus, il n'y a pas de problème. Également, je vais vous montrer comment fonctionnent les widgets. Donc là, j'en ai ici sur mon écran. Et si je fais un appui long, alors je vais agrandir, voilà, vous allez pouvoir voir qu'il y a une grille. Donc plein de petits points qui nous aident en fait à faciliter le déplacement. Et aussi une petite ombre derrière ce widget en question. Si on amène le widget en haut, ici sur le bord, ça permet de le supprimer très facilement. Pour ce qui est d'ajouter des nouveaux widgets, il suffit en fait d'appuyer sur le plus qui affiche donc en haut tous nos bureaux et sur le bas tous les widgets que l'on peut avoir accès. Donc on peut mettre des widgets, des raccourcis vers les applications, modifier le fond d'écran ou certaines fonctionnalités supplémentaires. Imaginons qu'on veuille changer le fond d'écran, voilà, je clique dessus, hop là, immédiatement ça a changé derrière. Vous pouvez voir au passage que c'est relativement fluide de faire ces modifications. Là, si je remets l'horloge, c'est très simple, donc voilà, soit je fais comme je viens de faire, un simple clic et il va me le rajouter sur l'écran sur lequel j'étais, soit en fait je vais pouvoir le déplacer à l'endroit où je veux. Donc voilà, je maintiens. Imaginons que voilà, j'ai sélectionné ce bureau mais que je veuille aller à droite. Je me déplace, hop, et voilà, il bouge au fur et à mesure. Voilà, et si je redescends, le widget en fait s'enlève. Je vais donc vous montrer l'ensemble des widgets et en fait je les ai déjà installés. Donc on va faire de gauche à droite. Alors tout d'abord, il y a l'application CNN qui reprend en fait ce petit effet qui est relativement sympathique et que l'on va retrouver par exemple sur l'application YouTube. Donc vous pouvez voir ce petit effet. Et si par exemple je clique ici, immédiatement l'application YouTube se lance. Idem pour les livres. Voilà, c'est toujours ce petit effet qui lance le livre là où j'en étais la dernière fois. Ensuite, il y a les widgets pour les mails, donc soit Gmail, soit email en général, et en fait ils sont scrollables. Ensuite viennent le tour là, des favoris sur le navigateur. Alors par exemple, si je clique sur celui-là, ça me donne accès immédiatement au navigateur. Ici, vous pouvez voir le widget pour les événements qui sont sur mon calendrier. Alors on peut trouver que l'espace est relativement petit, c'est assez dommage. Alors par exemple, si je clique sur cet événement, ça me donne le détail très vite. Ensuite, on continue avec les derniers widgets. Donc en bas, c'est des propositions pour le market, donc c'est pas forcément très utile. Juste en haut, c'est avoir un raccourci vers un contact. Donc là, en l'occurrence, c'est moi. Mais si je fais, voilà, si j'appuie, comment ça marche? Voilà, si j'appuie sur la petite icône, j'ai un accès rapide à la fiche de contact ou à l'envoi d'un mail. Il y a aussi une barre de raccourcis vers Google et vers la reconnaissance vocale. Alors c'est pas forcément utile, sachant qu'on le retrouve déjà en haut de l'écran. Ensuite, il y a l'application musique. Donc si je clique, il faut peut-être... Voilà. Vous pouvez voir que ça marche. Et au passage, j'ai reçu une notification en bas. Si je le ferme, immédiatement, ça s'annule.
Enfin, dernier widget, c'est un cadre vers une seule photo. Alors, on ne peut pas en mettre en dossier par exemple. Donc si je clique dessus et que je mets la galerie, voilà, immédiatement j'y ai accès. Voilà. Donc ça, c'était les widgets. Il faut savoir que tous ces widgets, qu'ils soient en paysage ou en portrait, ne changent pas d'apparence. Par contre, un élément que je ne vous avais pas montré jusqu'alors, c'était que le bureau a tendance à ramer. C'est beaucoup moins fluide. Donc, par exemple, c'est très voyant dans cette position. Donc là, là, vous pouvez voir en fait que ça rame. Hop, il faut un certain temps. Et si je le change très vite, c'est tout de suite un peu moins fluide. Mais voilà, c'est ce qui est dommage avec cette tablette pour le moment. Pour ce qui est des applications, il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui se trouve en haut et immédiatement, voilà, vous avez accès à la liste des applications. Donc ça se fait, le défilement se fait de manière horizontale. Si vous prenez une icône, vous pouvez facilement le mettre vers le lieu que vous voulez. Hop, et remonter par exemple. Si vous voulez désinstaller une application, hop, ça peut se faire très facilement comme ça. Ou alors avoir accès à des informations, voilà, sur ce qu'on a sélectionné. Vous remarquez que là en fait il y a les bureaux, mais en temps normal c'est un espace vide qui peut donc servir à scroller sinon. À noter qu'il y a aussi My Apps, donc c'est uniquement les applications que l'on a téléchargées sur l'Android Market, ça supprime celles qui sont déjà intégrées. Voilà, et vous pouvez voir qu'en portrait, c'est exactement la même chose, sauf que la grille est légèrement modifiée. Elle est forcément plus en longueur. Voilà. Pour les options, l'écran est séparé en deux parties. Sur la gauche, les différentes catégories et sur la droite, le contenu. Donc pour tout ce qui est connectivité, il n'y a pas grand chose à noter. Bon, ça, sachant que c'est une tablette Verizon, il y a la possibilité d'activer voilà, Activate Device. Mais là, je ne veux pas le faire. Voilà, et quand il y a une pop-up, en fait, il suffit de cliquer en dehors pour que ça s'enlève. Au niveau du son, le réglage du volume, il y en a 3. Donc voilà, on peut régler les volumes très facilement. Et aussi par les boutons, voilà, ici. Et si je clique dessus, ça donne accès à 2 éléments. Si on continue avec l'écran, on règle l'intensité, du moins la luminosité. S'il doit changer d'orientation selon la position dans laquelle se trouve la tablette. Est-ce que les animations et le timeout, donc rien de neuf là-dessus. Ici, au niveau de la position, il n'y a pas grand-chose. On peut rajouter sur l'écran de déverrouillage un petit message personnalisé, mais qui ne sert pas forcément à quelque chose. On peut aussi crypter les données de la tablette, mais pour cela, il faut connecter un chargeur et patienter. Voilà, en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de changements. Au niveau des applications, ça ressemble très fortement à ce qu'on a sur Gingerbread. Voilà, donc voilà, tac. Rien de particulier à noter là-dessus. Au niveau, voilà, on retrouve cette petite barre. Au niveau des différents comptes, il y a la possibilité d'en ajouter des nouveaux. Donc ici, par défaut, Google, Email et Corporate. Et on peut régler quels éléments sont synchronisés. Au niveau de votre vie privée, il y a la possibilité de sauvegarder les
vos données personnelles sur le cloud et sur les serveurs de Google. Ça permet, si par exemple il faut réinstaller la tablette, de retrouver facilement les applications, le fond d'écran et d'autres choses. Retrouver en quelque sorte l'état dans lequel se trouvait la tablette juste avant que vous ne l'ayez effacée. Pour ce qui est de la capacité, à l'heure actuelle, la Motorola Xoom n'affiche que la mémoire interne alors qu'elle dispose d'un lecteur de carte micro SD. Donc ça se décompose en fichiers multimédia, application. Donc si je clique sur application, c'est un lien vers l'autre rubrique. Et enfin l'espace disponible. Donc ça affiche sous forme d'un graphique. Enfin, au niveau des langages, rien de particulier à noter. Ici, il n'y a que l'anglais et l'espagnol, mais forcément, quand elle sera vendue en France, il y aura du français. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Pour ce qui est de l'accessibilité, rien de particulier à noter, tout comme la date et l'heure. Au niveau de la tablette, vous pouvez voir que c'est Android 3.0.1. Et donc du HRI66 au niveau de la build. Par contre, le dommage de la tablette, c'est qu'on ne peut pas forcer la vérification de mise à jour vu qu'il n'y a pas de dialer, il faut le faire, il faut s'amuser à changer l'heure pour que ça le fasse automatiquement. Au niveau du statut de la tablette, ça affiche à nouveau une pop-up avec les différents éléments. Voilà, par contre là il faut quitter comme ceci. Le niveau de la batterie est le même que sur Gingerbread. Le clavier par défaut est assez pratique parce qu'il est relativement naturel par rapport à ce qu'on peut trouver sur un ordinateur. Ici il y a une touche tabulation, la valider, et en fait c'est assez intuitif. Par contre, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y a pas un accès direct aux chiffres. Par exemple, si je fais un appui long sur le A, je vais avoir accès aux différents caractères spéciaux du A, mais pas le 0. Et ça, c'est assez dommage là-dessus. Il y a ce layout-là. Si je clique à nouveau, je peux avoir accès à celui-ci et encore au dernier. Voilà, tout est ici très bien fait et on gagne vraiment du temps à utiliser ce clavier. Mais imaginons qu'on en a un deuxième en fait de clavier, il suffit juste de cliquer sur la petite icône en bas et de charger SwiftKey. Voilà, immédiatement, voilà, vous avez au passage pu voir que SwiftKey prend une place assez importante sur l'écran, presque les 3/4, ce qui n'est pas forcément très utile. Et donc voilà, selon les habitudes des gens, un clavier plutôt que l'autre va être préférable